Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Coralie et Vincent qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Coralie. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour. Et bienvenue sur Aternité. Pour la deuxième fois, on enregistre en Ardèche, à mi-chemin entre Castres, où vous habitez à 3 une semaine sur 2, et en amoureux le reste du temps, quand le petit prince est chez son père. Donc Coralie, tu as 36 ans, tu es la maman du petit prince, qu'on appellera comme ça pour pas l'exposer. Et du coup, ça fait 7 ans que tu es maman. Oui. Dans la vie, tu es... Alors, redis-moi le... AESH. Voilà, qui veut dire... Accompagnante d'élèves en situation de handicap. Merci. Et tu m'avais dit que tu aimais beaucoup le sport et notamment le yoga. Ah oui. Voilà. Ça n'est pas un point commun. Oui. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Non. Non, je suis l'amoureuse de Vincent aussi. La fameuse. La fameuse, Ouais, c'est moi, oui. Non. Alors Vincent, tu as 36 ans, tu vis actuellement à Castres avec Coralie, ta chérie, aussi appelée l'amoureuse dans tes posts sur Internet. Si on tape ton nom sur Internet, on tombe sur Vincent Lahouz, est un écrivain de 32 ans, donc 36 ou 32. Découvert sur les réseaux sociaux par ses textes très personnels, aussi puissants qu'engagés, il a fédéré autour de sa plume et de ses valeurs dites humanistes une fidèle communauté de lecteurs, lectrices essentiellement, qui ne cesse de croître. Rien que ça. Et, Waouh. et tu aimes aussi notamment le running. Oui, j'aime bien courir, effectivement. J'aime le sport en général. Mais Ok. en ce moment, je me suis découvert une passion pour courir. Ça va trop bien. Est-ce qu'il y a des éléments importants de votre histoire perso qui peuvent nous aider à comprendre ce podcast ? Donc, en gros, des éléments qui ont un impact sur votre parentalité d'aujourd'hui. Alors je pense que oui. Alors le fait d'être adopté, puisque c'est pas un secret du coup, puisque c'est un peu l'ensemble de mon début de carrière littéraire, puisque je parle de ça dans mon premier roman. Donc je pense qu'effectivement l'adoption et tout ce que ça a pu engendrer par la suite dans ma petite enfance, dans mon adolescence, dans mes premières années d'adulte, et puis maintenant là dans la découverte de ce qu'est être un coparent. C'est un profond lien puisque je découvre pleinement une autre forme de relation à l'enfant. Donc je l'ai déjà dans mon métier et là je l'ai vraiment dans ma vie personnelle. Et en soi, il y a beaucoup de choses qui sont pareilles au fond. Donc, mais oui, est-ce que si j'avais été un enfant issu de manière naturelle, biologique, est-ce que ça aurait été différent ? Je sais pas, mais peut-être que là, j'ai peut-être un rapport peut-être plus Ouais, ça t'a profond, construit quoi. en Ça m'a fait. construit davantage, je pense, oui. Ok. C'est beau. Ok. Ouais. Non, c'est très cool. Non, mais moi, Toi, non. Coralie ? Moi, j'ai pas... Il y a rien de particulier. Non, il n'y a rien de particulier. Il n'y a pas d'événements ou de choses comme ça qui ont fait que ma parentalité est comme ça. Vincent, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir éducateur spécialisé ? Alors là, grande question. Alors déjà, de base, je ne sais pas vraiment ce qui m'a pris de travailler avec des enfants. Ouais. Vraiment, c'était pas du tout ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune. C'est vrai qu'en terminale, j'étais un peu perdu Ouais. et j'avais aucune idée. Tu savais pas vraiment Pas où du tu tout. te dirigeais. Pas Ouais. du tout. J'étais vraiment. En même temps, c'est assez commun en terminale de pas savoir où on va. Hein. C'est assez commun, mais Non, mais c'est vrai. Hein. moi, j'étais un On nous demande spécimen vraiment perdu, quoi, Ok. pour le coup. Enfin, je savais vraiment Ok. pas quoi faire. Et c'est vrai que mes parents m'ont dit, mais tu as ton BAFA, tu aimes bien t'occuper d'enfants. Ben, pourquoi pas Ah oui, être du dans coup, le... t'avais déjà D'abord, ton BAFA. C'est ça, j'avais déjà mon BAFA, T'avais mais fait des colonies, des choses comme c'était ça. pas quelque chose qui me... C'était pas non plus, j'étais pas sorti de là avec une Ouais. expérience incroyable. Faut dire que moi, physiquement, en terminale, je devais faire 15 ans, Ouais. 15-16 ans, je faisais très très jeune. Ok. Et du coup, me retrouver à m'occuper d'ados qui faisaient plus grand que moi, bon, bref, c'était pas voilà. Mais donc, j'ai fait un DUT, j'ai eu un DUT carrière sociale Ok. en poche. Et puis à 20 ans, j'ai débarqué à Toulouse comme animateur
dans les CLAE, donc les centres de loisirs attachés aux écoles, puis en centre de loisirs. Puis rapidement, je suis passé en direction. Ok. Donc m'occuper d'enfants, c'était intéressant, mais il me manquait quand même quelque chose de plus profond. Ouais. Parce que les occuper à l'école, etc., c'était bien. Et puis par hasard, un peu par hasard quand même, mine de rien, je suis tombé dans l'éducation spécialisée. Et là, le fait de rencontrer des jeunes en souffrance, qui rentraient en résonance avec les miennes, Ouais. du coup, Avec ce que tu avais vécu. avec ce que j'ai pu vivre, bien sûr, là, j'ai compris ma mission, en fait. J'ai compris pourquoi je travaillais avec des jeunes. Et je dis souvent, d'ailleurs, que c'est pas moi qui leur apprends des choses. C'est souvent eux qui m'en apprennent vraiment énormément. Et donc, voilà. Ok. Est-ce que c'est une sorte de thérapie Totalement. pour toi? Ouais. Bien sûr, oui. Bien sûr. C'est même... Je sais pas si c'est une force ou une faiblesse. Souvent, je crois que c'est les deux. Mais souvent, je me sers justement de ce que j'ai pu vivre avec eux en leur disant, je vous comprends. Enfin, il y a des choses, je comprends aussi. Ouais, j'ai vécu ce que vous vivez. Les 4 premières années, je les ai vécues en foyer. Je sais ce que c'est, en fait, d'être déraciné, de pas avoir de parents, voilà. Et en même temps, faut pas non plus que ça en soit une faiblesse, que ils peuvent s'en servir aussi. Oui. Pas volontairement, mais ils vont s'engouffrer dans les brèches souvent. Et voilà, donc moi je dis souvent que j'ai un cœur éponge, donc j'absorbe, mais par moments il faut aussi quand même des fois que j'essore de mon côté, parce que sinon c'est trop prenant. Et toi, Coralie, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir AESH ? Alors, avant d'être AESH, j'étais... au tout début, j'étais serveuse. Okay. J'ai fait ça pendant quelques années. J'ai commencé en boulot étudiant et puis en fait, tu te dis, je vais bosser là-dedans et voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas ton chemin en fait. Il y a autre chose que tu veux faire. Tu te voyais ailleurs. Ouais, okay. Je sentais que j'allais vite faire le tour et que c'était pas là. Donc j'ai passé mon CAP petite enfance avec le CNED. Je l'ai eu et j'ai postulé. Je suis devenue garde d'enfants à domicile. Donc je me déplaçais chez les parents pour garder les enfants. Et durant cette expérience, j'ai rencontré 2 petits garçons qui s'appellent Alban et Gabriel. Je les ai rencontrés tout bébés en fait. Quand j'habitais à Amiens et Ellipse, on s'est retrouvés à Castres par hasard. On avait perdu contact et les parents cherchaient une nounou. Donc j'étais toute faite pour ça. Et en fait, Alban et Gabriel sont 2 petits garçons qui sont autistes. Okay. Et qui ont donc forcément des particularités, qui ne sont pas autistes profonds, qui sont vraiment super. C'est mes 2e garçons préférés sur la Terre, après mon fils. Et en fait, d'être à leur contact, j'ai appris aussi, comme dit Vincent, j'ai appris sur moi et j'ai appris à m'occuper de ce public-là, en fait. J'ai découvert l'autisme, j'ai découvert le fait de répondre aux besoins d'enfants à besoins particuliers. Et en fait, ça m'a menée progressivement vers le fait de faire un métier en lien avec ça. Donc, je n'avais pas les diplômes pour faire éducatrice spécialisée en ESAT, etc. Donc, j'ai postulé comme AESH. Et j'ai été prise. Il n'y a pas besoin de diplôme Non, il te faut un bac. Et évidemment, si tu as une expérience avec les enfants, dans le social ou même en soins, tu as beaucoup plus de chances d'être embauché. Okay. Et tu te formes sur les terrains. Enfin, tu as une formation à faire, forcément. Tu vas pour avoir les bases de ton métier. Et puis, les petites techniques, en fait, parce qu'AESH, c'est adapter et accompagner l'enfant dans ses apprentissages. Avec ses particularités en fait, lui réduire le stress, lui réduire la fatigabilité, etc. Okay. Et voilà, mais c'est le métier qu'il me fallait en fait. Au bout de la boucle, c'était ça qu'il me fallait pour vraiment me sentir utile et à ma place. Ok. Ça consiste en quoi précisément ? Alors, les AESH, on intervient en école, en collège, au lycée. Tu peux même aussi intervenir en fac. Ok. Et en fait, il s'agit d'accompagner les élèves sur une demi-journée, sur 1 heure, sur une matière, de l'accompagner en classe. Donc, tu es près de lui. Et selon ses besoins, selon ses particularités, tu vas devoir soit lui répéter les consignes, lui décomposer les consignes, l'aider sur sa confiance en lui, prendre les notes pour lui. Prendre le temps pour lui, en fait. C'est vraiment faire un filtre entre l'enseignement que donne le professeur à tous les élèves et toi, tu es là pour les élèves à besoins particuliers. Ça peut être dyslexie, autisme, TDAH, etc. Faire en sorte qu'eux puissent apprendre
À leur manière, en fait. Ok, Tu à vois. leur manière et à leur rythme. Ouais, c'est Ok. ça. Ouais, Ok. ouais, que ce soit adapté pour que eux comprennent, en fait, ce qu'on leur Ok. donne comme information. Je trouve ça hyper bien. C'est fou quand même que vous ayez tous les deux des Ouais. boulots avec les enfants. Ouais. Il n'y a pas de hasard. Et du coup, comment est apparu le désir d'enfant chez vous? Alors, le désir d'enfant chez moi, il est apparu alors avec le papa de mon fils. J'ai eu le désir d'enfant avant lui. Le papa de mon fils est plus vieux que moi. Il a 12 ans de plus que moi. Et il était plus frileux sur le fait d'avoir un enfant. Moi, je sentais que je serais mère à un moment donné, mais c'est vrai que j'avais pas une urgence en fait. Et en fait, au bout de quelques années ensemble, on a commencé à en parler et en fait, j'ai vraiment mesuré ce que c'était d'avoir un enfant. Il y avait une étape pour moi à franchir, c'était de me sentir assez mature pour être une maman efficace et tu vois qui est assez solide pour accompagner un enfant durant toute sa vie, pas juste les premières années où c'est compliqué, c'est un bébé, mais il y a aussi voilà. Et en fait, j'avais vraiment l'envie d'avoir un enfant avec le père de mon fils. C'était vraiment quelque chose qui était motivé par l'amour, par le fait de concrétiser cette envie de fonder quelque chose ensemble et d'avoir un enfant tous les deux. Et c'est réussi, parce que j'ai un enfant. Mais oui, c'était... Ouais, ça s'est fait... Ouais, ça s'est pas fait rapidement, mais ça s'est fait tranquillement. C'est vraiment ça. Il n'y avait pas une urgence, il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de... Et tu le sentais depuis toujours? T'avais toujours eu envie d'enfant de manière... Enfin, Tu t'y voyais? tu t'es toujours vue mère, donc c'était quelque chose d'un peu évident chez toi? Oui, c'est ça. C'était c'était présent chez moi. Pas encore sorti, tu sais, j'en parlais pas, même plus jeune, j'en parlais pas en m'imaginant, mais voilà, c'était pas du tout quelque chose contre lequel j'étais, quoi. Et toi, Vincent? Alors, pour ma part, bien sûr, être père est quelque chose qui est très présent en moi depuis toujours, de par un peu le passé extraordinaire que j'ai. Et c'est toujours quelque chose qui a été en fond, où je me disais, quand j'aurai 30 ans, je serai comme ça, je serai comme ça. J'avais vraiment ce schéma dans ma tête, je serai marié, j'aurai un chien, une maison, l'espace. J'avais vraiment ce côté-là très... Avec une pelouse bien tendue, bien verte devant. Vraiment, parce que j'avais le schéma de mes parents. Le cliché normé, quoi. J'ai un cliché, c'est ça, c'était le cliché normé, parce que j'ai mes parents qui sont toujours ensemble. Donc j'avais ce modèle de mes parents aussi. Donc ils ont plus de 41 ans de mariage, 3 enfants, une belle maison. Enfin, il y a vraiment ce schéma. Je me suis dit, bah oui, j'ai toujours... C'était ton goal. Voilà, j'ai été toujours pris comme modèle. Je me suis toujours dit, je serai un père comme mon père, en fait. J'ai vraiment ce schéma-là. Ce qui est beau. Ce qui est beau, oui. Moi, je suis... Enfin, là, il n'y a pas de... Mais au fil des années, je me suis rendu compte que j'avais énormément à réparer aussi en moi, avant d'envisager l'idée et avant d'être père. Ouais. Et au final, les relations que j'ai pu avoir, je les ai toutes abordées. Enfin, mes relations amoureuses, il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont. Je vais pas dire c'est la faute du destin. Non, ça aussi, il faut aussi se jeter la pierre, se dire que j'ai pas forcément fait les choses comme il faut pour prétendre à une vie de famille. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une envie que j'ai depuis mes 25 ans, je pense, où ça aurait pu et où ça n'a pas eu lieu. Et puis même par la suite, où j'ai été dans des relations où j'ai pensé que, puis au finalement non. Et il n'y a personne à blâmer là-dedans. J'ai pas de rancune, j'ai pas de rancœur là. Voilà, c'est comme ça devait être comme ça. Donc j'ai toujours ce désir en toile de fond, mais en même temps, il y a aussi cette petite voix qui me dit, il y a peut-être des rêves qui ne sont pas faits pour être réalisés, qui sont faits pour être réalisés autrement. Et je me rends compte que peut-être par mon métier. Ouais, en fait, j'y allais. Ouais. Voilà, par mon métier, j'exerce justement ce côté parental. Et de par la coparentalité, du coup, je découvre aussi ce que c'est d'être
voilà, d'être un père aussi au Ouais. final, même si j'ai pas l'appellation et même si c'est un peu différent parce que c'est pas un bébé, c'est pas tout ça, mais sur mes jeunes non plus, c'est pas Ouais. dans mon boulot, c'est pas des bébés, mais en même temps, voilà, il y a cet aspect, enfin, dans mon foyer, enfin, dans mon SAU, on fait les devoirs, on leur apprend à être propre, à être autonome, on les amène aux rendez-vous médicaux, Ah ouais, c'est hyper complet. on se prend C'est leur le rôle des parents, c'est hein. voilà, en fait, on a un Ouais. rôle vraiment parental, alors que nous sommes pas on est leur principale figure d'attachement, donc on se prend tout, on est leur décharge émotionnelle, on se reçoit leur haine, leur amour, leur il y a tout en fait, il y a toutes les émotions, et je me dis c'est peut-être ça aussi en fait, être un père au final. Bah ouais. Voilà, donc je suis pas je suis moins fanatique qu'avant où je me disais il faut absolument que je sois Ouais, père à tout prix. ok. Je me dis il faut que je sois papa, il faut que je sois papa. Je me dis qu'en fait, si ça, au pire, rien, et au mieux, tant pis, c'est la phrase préférée de mon amoureuse. Et en fait, je commence à être en paix avec ça, de me dire que j'ai 36 ans et peut-être que mon destin en fait n'est peut-être pas d'être père à proprement parler, d'avoir c'est ça. un enfant. Il y a D'avoir un le statut. il y a un désir, je me rends compte aussi surtout que, je sais pas si ça rentre dans la question, mais il y a un désir très égoïste aussi pour moi. Et ça, je m'en suis rendu compte la dernière fois quand j'étais en séance avec ma psy. Il y a aussi ce désir très égoïste parce que pourquoi je veux un enfant, au fond aussi, il y a aussi ce désir de savoir qu'un enfant me ressemblerait, puisque moi, je sais pas à qui je ressemble. Ouais. Je ne sais pas. Ah Je oui. comprends. J'ai beau me regarder dans Ouais. un miroir, je ne sais pas à quoi je ressemble. Ouais. J'ai beau avoir du mimétisme et ressembler à mon père adoptif ou à ma mère, je ne sais pas à quoi je ressemble, ni de la part de mon père biologique, ni de ma mère biologique. Et il y a un peu ce côté peut-être aussi très égoïste de se dire, il y aura un enfant, je sais à quoi il ressemblera, Ouais, puisqu'il me il aura ressemblera. mon nez, il aura, voilà. ouais, ok. Donc il y a aussi ce côté-là, et qui suis-je en fait pour imposer ça, que ça soit mon amoureuse, et que ça soit un enfant, en fait, c'est quand même lourd de se dire, en fait, toi tu es là parce que je veux laisser une trace veux dans un ma vie. mini-moi, quoi. Je veux un mini-moi. Ouais. Et même cette phrase est horrible. C'est pas un mini-moi, c'est pas un mini-nous, Ouais. c'est un individu à part entière. Ouais, carrément. Et ça, je le découvre maintenant. Ouais. Il y a quelques années, il y a peut-être quelques mois encore, j'aurais peut-être pas eu cette réponse-là. Ouais. Et ce recul. Et ce recul. Ouais. Ok. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!